Avant d'arriver à la restitution des ateliers, on va demander à ce qu'on ait une vision un petit peu éclairée de l'évolution à la fois des technologies, de l'impact de l'IA dans l'évolution de ces technologies, et puis en même temps de voir quelles sont les limites un petit peu actuelles, voilà, de l'IA. Alors, à la fois par rapport à l'expérience de l'intervenant qui va venir, que je te laisserai présenter, okay, et par rapport à un dernier regard qu'il a eu lorsqu'il a participé au CES de Las Vegas. D'accord. Et puis peut-être quelques questions qu'il souhaite nous poser. Donc, l'intervenant suivant est... Olivier Ezrati. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez 15-20 minutes pour que l'on vous écoute et ensuite, si on a quelques questions. Et je rappelle simplement donc qu'il y a un certain nombre de documents, enfin de rapports que vous avez conduits, donc qu'on a mis sur l'espace documentaire que vous pouvez consulter, enfin que vous pourrez consulter ensuite pour approfondir. On vous donne la parole. Merci. Bonsoir. Effectivement, j'assume le rôle maintenant de centre de documentation ouverte en open source depuis 14 ans, puisque tous les ouvrages que j'ai écrits, j'en fais 4 par an en ce moment, sont tous en Creative Commons et disponibles sur mon blog, donc téléchargés librement, et en particulier par les jeunes. Et ma plus grande motivation dans la vie, c'est de transmettre ma passion sur les sujets qu'on va évoquer, donc le monde des technologies en général et d'entrepreneuriat aussi, aux jeunes générations, pour leur donner envie de s'intéresser aux sciences, aux technologies et d'entreprendre. Alors j'avais trois sujets que je trouvais utile d'aborder avec vous, après avoir entendu ce que vous avez fait aujourd'hui, ou les prestations que vous avez entendues dans la journée. Le premier point, c'est de rappeler un angle d'attaque de l'IA qui a été évoqué ce matin, mais sur lequel je voudrais renforcer dont je voudrais renforcer l'importance, qui est la pluridisciplinarité de l'intelligence artificielle. À savoir que, moi qui fais de la veille technologique depuis assez longtemps, qui à l'origine, je suis ingénieur logiciel, qui par ailleurs a fait du marketing, en l'occurrence chez Microsoft jusqu'à 2005, de plus en plus, quand j'essaye de comprendre ce qui se passe dans le monde des technologies, je me rends compte à quel point un très grand nombre de sciences et de technologies sont reliées les unes aux autres. Et d'ailleurs, notamment des sciences dites dures et des sciences humaines de plus en plus. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas sérieusement faire de l'IA si on ne s'intéresse pas aux sciences humaines. Alors, ne serait-ce que parce que l'origine de l'IA, c'était d'imiter peu ou prou des caractéristiques de l'intelligence humaine. Donc, il faut peut-être s'intéresser à l'intelligence humaine si on veut l'imiter, même si on l'imite en pièces détachées. Et il y a plein d'exemples qui illustrent cette réalité technologique interdisciplinaire et qui permet de comprendre un petit peu l'état de l'art. Alors je vais donner un exemple qui est une illustration de ce point, qui est la manière dont on gère les agents vocaux. Vous connaissez évidemment les Alexa, Amazon, les Google Assistants et autres, ainsi que les caméras, notamment les caméras de surveillance. Quand vous mettez en place un système de ce type-là, quel que soit l'usage, pour la maison par exemple, il y a plein de questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent en termes de performance, des questions qui se posent en termes de rapidité d'accès à l'information. Il y a des questions qui se posent en termes de protection de la vie privée. Il y en a d'autres qui se posent tout simplement en consommation d'énergie. Et tout ça, c'est un ensemble de technologies différentes. Il y a des cas de figure où c'est utile de faire des traitements centralisés sur des serveurs, donc qui vont nécessiter d'utiliser des moyens de télécommunication pour faire communiquer la caméra ou le micro et le haut-parleur avec un système dans les serveurs. Et puis il y a des cas où c'est justifié de le faire en local avec les moyens locaux. Bon, pour choisir finalement l'architecture de sa solution, il faut se poser des questions éthiques de vie privée, il faut se poser des questions de coût de l'énergie utilisée par les systèmes quand on a une boucle passant par les télécoms et par des serveurs. Puis il faut se poser la question de savoir si on est capable de faire tourner un système de reconnaissance d'image ou de traitement de la parole en local dans un objet connecté. Donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser au hardware, aux télécoms, aux radiofréquences et à tout le reste. Il y a d'autres exemples qui illustrent ce point. Si par exemple vous vous intéressez au monde de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, il faut faire de l'optique. et d'ailleurs, ce qui est assez fascinant dans cette discipline, qui est devenue une discipline à part entière, c'est que le monde assez fragmenté des casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle, il se différencie beaucoup plus par la maîtrise de l'optique que par la maîtrise de l'électronique. Une société américaine qui est assez connue des connaisseurs, qui s'appelle Magic Leap, qui a été financée à hauteur de 2 milliards d'euros, 2 milliards de dollars par des investisseurs issus de pas mal de pays, pour créer des lunettes de réalité augmentée. Ils ont sorti un prototype en 2018 qui marche plus ou moins bien, mais l'objectif c'est d'augmenter l'angle de vue.
C'est pas la question se pose pas en termes de résolution parce qu'on sait faire des écrans de haute résolution. Donc c'est assez marrant de voir que parfois on est bloqué par des sciences que je qualifierais de relativement traditionnelles. L'optique, bon, quand vous parlez à un informaticien, l'optique s'en fout complètement, quoi. Alors que pourtant c'est une science qui limite l'évolution dans ce domaine des technologies. Si on s'intéresse aux écrans, on va s'intéresser aux matériaux, par exemple. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, les écrans de télévision comme ça, là, les LCD, les constructeurs d'écrans essayent d'améliorer la colorimétrie des écrans, pas spécialement pour l'éducation, mais en général, pour que l'expérience utilisateur soit bonne. Ils essayent d'améliorer la dynamique aussi, et ils le font avec des technologies qui utilisent des terres rares. Et dans certains cas, ils essayent d'éviter d'utiliser des terres rares. Donc c'est une question qu'il faut se poser aussi, c'est de savoir d'où viennent les matériaux qui rentrent dans la composition de tous ces produits. Alors, l'IA, finalement, elle est au milieu d'un peu tout ça. L'IA, c'est une énorme boîte à outils logicielle pour moi. On peut en faire un peu ce qu'on en veut, avec les limites de l'état de l'art d'aujourd'hui. J'aime pas trop considérer que l'IA, c'est un secteur au sens une catégorie de produits. L'IA, c'est un ensemble de fonctionnalités relativement disparates, parce que entre faire du prédictif sur des données chiffrées, reconnaître des images et traiter la parole, ou faire un peu de raisonnement automatique dans un système expert, bon, c'est pas le même genre de sujet, quoi, ce sont des sujets très différents. Très souvent, d'ailleurs, l'IA complexe, elle intervient quand on intègre dans un même produit tout ce que je viens de citer. Alors, il y a deux exemples connus d'intégration complexe de l'IA. Il y en a un, c'est le véhicule autonome, qui est un Graal encore pour l'instant, mais un véhicule autonome, c'est des caméras, des capteurs, des radars, des lidars, qui captent beaucoup d'informations, qu'il faut consolider, qui doivent servir à reconstituer une vision en 3 dimensions de tout ce qui est autour des véhicules. Mais il faut aussi gérer des règles, le code de la route, pas écraser les piétons, etc. Et puis il faut faire conduire le véhicule, et puis il faut respecter un trajet, trouver le meilleur trajet. Tout ça, c'est très compliqué. C'est plein de disciplines différentes qu'il faut être capable d'intégrer. Et c'est vrai dans votre domaine, quand on veut faire une solution pertinente logicielle dans le contexte de l'éducation, on va rarement s'appuyer sur une seule méthode. On va mélanger plein d'outils différents, analyse des données de parcours dans certaines applications. Parfois, on va utiliser des capteurs pour voir la qualité d'écriture. J'ai vu ça dans l'appel d'offres PIA là, sur le français. On va même mesurer la qualité de l'écriture. Parfois, on va s'intéresser à d'autres éléments dans le suivi de la pédagogie, faire de la recommandation. Et on va avoir un panachage de méthodes différentes. Il y a un autre sujet qui est très, très pluridisciplinaire, c'est tout ce qui tourne autour du traitement du langage. Il y a énormément de solutions techniques qui existent aujourd'hui, et pas que dans les agents vocaux. Et si on veut créer des solutions intelligentes qui traitent le langage, on ne va pas se contenter d'un seul type de réseau de neurones qui a une seule fonction. Souvent, et d'ailleurs c'est ce que disent beaucoup les spécialistes du sujet, je connais quelques start-upers dans le domaine du traitement de langage, quand on leur demande, et quand c'est des copains, on leur dit mais vraiment ton truc ça marche comment? Et ils expliquent en général que c'est un énorme bricolage qui rassemble une douzaine de technos différentes et ça tombe en marche comme on dit. C'est pas une science très exacte, quoi. Et beaucoup de startups cachent sous le tapis la complexité un peu empirique de leur système qui fonctionne. Alors deuxième question, c'est finalement quelles sont les limites de l'IA d'aujourd'hui et comment évolue l'état de l'art. C'est pas évident à percevoir. Vous avez certains spécialistes qui vous expliquent que rien n'a changé en 30 ans. C'est un petit peu abusif, je trouve, surtout vis-à-vis des chercheurs quand même. Parce que vous expliquez à des milliers de chercheurs dans le monde qui n'ont rien foutu pendant 30 ans, c'est pas très motivant. Hein. Heureusement, les chercheurs cherchent et les chercheurs trouvent et les chercheurs font avancer le domaine. Mais il y a des disciplines qui avancent plus ou moins vite. Alors, on vous en a peut-être parlé ce matin, mais la discipline de l'IA qui a le plus progressé ces 10 dernières années, c'est celle des réseaux de neurones et de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning. Ça a progressé parce qu'on a plus de données, parce que les processeurs sont plus rapides, notamment ceux de NVIDIA qui sont connus pour ça, et parce qu'on a aussi fait évoluer les algorithmes. Et on fait effectivement, avec des réseaux de neurones, des choses assez extraordinaires, en particulier dans la vision. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette technique des réseaux de neurones, elle a plein de sous-techniques, c'est une arborescence de techniques qui est absolument dingue. Elle donne des résultats qui sont très très différents selon l'application. Aujourd'hui, on peut considérer que la vision artificielle est un domaine relativement abouti. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des choses très très intéressantes. On arrive notamment dans tout ce qui est lié à l'imagerie médicale à capter des détails dans des radios, par exemple, en cancérologie, que même les spécialistes ne voient pas forcément. Et on arrive, en général, à obtenir des résultats meilleurs que ceux des spécialistes. Alors, j'aime bien toujours raconter, et ça c'est important en termes de pédagogie de l'IA, j'aime bien rappeler que ça n'est pas la machine qui est plus intelligente que l'homme, c'est la machine qui a consolidé l'intégralité de l'intelligence humaine du domaine. Donc, de ce fait-là, il est normal que
la machine soit meilleure que l'homme. Au même titre que l'encyclopédie Diderot, comme la Wikipédia, a plus d'informations que ce qu'il y a dans votre cerveau, qui, je vous le rappelle, j'ai fait le calcul tout seul, votre cerveau ne contient qu'un gigaoctet, dans le meilleur des cas, d'informations. Donc, en fait, toute votre mémoire verbale, ça tient dans une toute petite clé USB, alors que Wikipédia, c'est 10 teraoctets. Donc, la machine vous a battu depuis très longtemps en termes de mémoire. Par contre, c'est à vous d'assembler tout ça de manière intelligente. Alors, les progrès récents, ou en tout cas les progrès et les limites, ils concernent par exemple ce qu'on appelle le raisonnement automatique. C'était le domaine des systèmes experts dans les années 80. C'est une discipline qui a démarré dès les années 60. Il faut savoir que dans les années 60, on savait déjà démontrer des théorèmes de géométrie avec un ordinateur. Et des ordinateurs qui n'avaient pas la puissance, le millième de la puissance de vos smartphones. Il se trouve que le raisonnement automatique a connu ses heures de gloire dans les années 80. Et puis depuis, c'est un petit peu perdu de mode. La raison, c'est que c'était, en tout cas à l'époque des années 80, c'était assez difficile de consolider les règles métiers, de quelque métier que ce soit, dans un système expert, parce qu'on avait beaucoup de mal à capter les règles des experts, qui étaient des individus. Alors depuis, on a fait quand même quelques progrès. C'est ce qu'IBM essaye de montrer avec IBM Watson, ou en tout cas des applications de leur bric-à-brac logiciel qui est IBM Watson. Et en fait, on arrive maintenant à plus facilement extraire des règles de connaissances en analysant des textes qui sont numérisés. Donc, les bases de connaissances de textes structurés ou non structurés sont assez légion dans plein de domaines, dans le domaine de la recherche, dans toutes les sciences quasiment, et donc, y compris en marketing, enfin dans tout un tas de domaines. Donc, on arrive à plus facilement aujourd'hui, grâce au réseau neurones, à extraire des règles qui alimentent ensuite des moteurs de règles. Et alors, très souvent d'ailleurs, les entreprises qui font de l'IA, elles disent, regardez, on a du réseau de neurones, parce que c'est à la mode de parler de réseau de neurones, et dans la pratique, ils utilisent des réseaux de neurones pour générer des règles qui alimentent des systèmes experts dont ils parlent pas parce que c'est pas à la mode. Ça, on vous le dit pas. On vous dit jamais que dans un véhicule, il y a un système expert. Il y a eu un accident qui a fait parler de lui un petit peu il y a 7-8 mois, c'était en mai 2018. Il y a une malheureuse dame qui était avec un vélo à pied qui s'est fait renverser par une Volvo de Uber qui était en mode autonome. Et en fait, on a trouvé d'où venait le bug. Le bug, c'était pas les caméras. Le bug, c'était pas les réseaux de neurones d'analyse des images. Le bug, c'était en gros le moteur de règle du véhicule qui avait décidé de foncer dans le tas, ne sachant pas trop à quoi il avait affaire, quoi. Donc, en fait, en gros, il y avait pas assez de règles de précaution intégrées dans le système. Donc là, c'est un domaine où il y a encore du boulot. Il y a de la recherche à faire dans ce domaine-là. Il y a d'autres domaines, par exemple, qui excitent beaucoup les chercheurs, c'est comment faire en sorte que une IA, quelle que soit sa forme, puisse apprendre par les données, mais avec moins de données. Le rêve, en gros, c'est la machine voit 2 chats, elle sait ce que c'est qu'un chat. Alors qu'aujourd'hui, il faut des milliers, si c'est pas des dizaines de milliers ou millions de chats pour reconnaître un chat. Alors, ça, c'est relié à une autre discipline qu'on n'évoque pas assez. C'est ce que j'appelle l'IA multimodale. Ce qu'on appelle l'IA multimodale, c'est l'IA qui est capable d'analyser des données de nature différente. Alors, j'aime bien faire de la pédagogie. J'explique pourquoi une IA a besoin de beaucoup de chats pour connaître un chat et pourquoi un enfant reconnaît un chat beaucoup plus rapidement. La raison, elle est simple, c'est que l'enfant, en bas âge, quand il a affaire à un chat, d'abord, le chat, souvent, il le découvre en vrai et pas dans une image en 2D. Et si un enfant voit un chat en vrai, il le voit en 3D, c'est en stéréoscopie, il peut tourner autour, il peut le caresser, il sait que quand on fait ça, il fait rond. Il a une forme particulière de marche, il se déplace d'une manière particulière, il a un caractère en fait qui est lié à l'interface entre l'homme et l'animal. Et c'est ça qui fait que l'enfant reconnaît le chat. Par contre, s'il voit un chat avec beaucoup de poils un peu loin et qui fait un énorme rugissement, il va se dire tiens, c'est peut-être autre chose. Et intuitivement, il se dira celui-là est peut-être dangereux, quoi. Donc, et c'est un lion en fait. Sauf que l'ordinateur, lui, il saura pas. Parce qu'il n'a pas eu l'habitude de regarder à la fois le bruit, l'animation, et pour l'instant en tout cas. Et donc aujourd'hui, notamment dans la détection des émotions, qui sont des applications existantes de l'IA, de plus en plus, on essaye d'alimenter des réseaux de neurones avec et l'image animée et de l'audio, voire d'autres éléments pour faire en sorte que les réseaux de neurones s'entraînent avec plus d'informations. C'est d'ailleurs un des sujets de réflexion et de travaux de certaines startups ou grandes entreprises qui sont à la fois pertinents dans les usages mais qui interpellent en termes d'éthique, c'est tout ce qui est analyse des émotions de l'humain. On peut aujourd'hui analyser avec une assez grande précision le niveau émotionnel extérieur d'un humain. On ne lira pas dans les pensées évidemment, mais on sait mesurer ça. Alors, il y a une boîte française qui est pas très connue qui s'appelle Datacalab. Eux, ils sont capables de faire des tests en filmant
des individus, par exemple vous en train de m'écouter, mais ça peut être quelqu'un qui fait un test de navigation dans un site web, et on peut barder l'utilisateur de capteurs biométriques, une montre qui mesure le pouls et la transpiration, et partant de là, on va être capable de détecter des niveaux émotionnels, le niveau de stress, le niveau d'attention, etc. L'attention, on la mesure sur le visage, avec le sourire, la tristesse, l'énervement, l'agacement, la surprise. Et via tout ce qui est biométrique, on va voir plutôt le niveau de stress. Vous combinez les deux, ça vous donne une réaction émotionnelle à un contenu. Ça pourrait s'appliquer aussi à la mesure de l'intérêt des élèves à certains cours, éventuellement, mais pas forcément pour tout automatiser avec du numérique, peut-être juste pour vérifier que les profs utilisent la bonne pédagogie. Il y a un autre domaine de recherche qui excite beaucoup les chercheurs en ce moment, qui d'ailleurs, il paraît qu'Aurélie Jean vous l'a cité ce matin, mais qui fait partie d'un des investissements de la DARPA aux États-Unis, donc la fameuse agence de financement de la recherche appliquée du Pentagone aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la XAI, c'est l'IA explicable. Et pourquoi il y a beaucoup de recherches dans le domaine? C'est lié au fait que les réseaux de neurones, ces fameux réseaux de neurones du deep learning, ils ont un côté un peu fascinant, c'est qu'ils donnent de très bons résultats, mais on ne sait pas expliquer pourquoi dans le détail. Parce que ils utilisent des couches qui sont empilées les unes sur les autres et c'est compliqué de décrire comment ils fonctionnent vraiment. Donc en fait, des chercheurs cherchent à créer des réseaux de neurones dont on pourrait expliquer le résultat. Le paradoxe étant que le choix que nous avons, c'est le choix, pour l'instant, entre des systèmes qui marchent pas mais qui sont explicables et des systèmes qui marchent mais qui sont pas explicables. Donc on aimerait avoir les deux, le beurre et l'argent du beurre. Et donc ça fait l'objet de recherches assez nombreuses sur le marché. Alors, le dernier sujet que j'ai déjà évoqué, mais je vais reboucler là-dessus, qui est un énorme graal de l'IA, c'est le raisonnement automatique, donc au-delà des systèmes experts. Il faut savoir que depuis au moins 15 ans, vous avez des chercheurs qui essayent d'utiliser des réseaux de neurones pour générer du raisonnement automatique. Donc en lieu et place de gestionnaires de règles avec des moteurs de règles à l'ancienne. Et pour l'instant, ça marche pas. Personne n'y arrive. Quelle que soit la quantité de neurones que vous alignez, pour l'instant, on n'y arrive pas. Pourtant, théoriquement, on devrait y arriver, puisque le cerveau marche comme ça. Bon, sauf que le cerveau est très compliqué, avec 615 trillions de connexions entre les neurones. On a du mal à imiter ce processus-là, d'autant plus que les machines n'ont pas de consistance biologique comme nous. Donc, on n'a que des succès d'années de cerveau intégrés dans les machines. Donc ça fait partie des domaines. J'espère que j'ai fait le tour à peu près de ce que j'avais imaginé vous raconter. Hein ? Qu'est-ce que c'est qu'un système expert? Un système expert, en fait, ça date des années 80. Donc c'est un système qui est capable d'emmagasiner des règles, on va dire de logique, d'un métier donné. Si ça, alors ça, et dans telles conditions, il se passe ça, etc., etc. Donc, pareil. Je vais donner un exemple qui est le domaine de la maintenance dans l'industrie. Donc là maintenant c'est le diagnostic. Donc vous pouvez avoir des règles du genre si la machine fait tel bruit alors la panne est à tel endroit. Si la machine fait ceci, cela, alors il faut regarder ça pour déduire ça pour après savoir que la panne elle est là. C'est toutes les règles métiers d'un domaine donné. Et un système expert, c'est un système qui est capable de gérer toutes ces règles pour répondre à des questions complexes. Alors pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait de la programmation, qui ont touché à du code, la différence entre un système expert et un programme classique, c'est que dans un programme classique où on travaille souvent avec des boucles if, then, else, c'est-à-dire si ceci, alors cela, qui est la logique assez basique, de la logique du premier ordre relativement simple, eh bien, la différence, c'est que dans un programme classique, les règles sont définies et enquillées de manière statique, alors que dans un système expert, c'est le système lui-même qui sait assembler les règles de manière pertinente en fonction de la question qui est posée. Un peu comme nous, dans la vie de tous les jours, quand on est face à un problème, on a notre cerveau qui a emmagasiné un savoir depuis notre naissance, et on sait gérer les règles de manière empirique, plus ou moins empirique, selon le problème qu'on veut résoudre. Qui sont des problèmes parfois sociaux, humains, techniques ou autres. Et dans la vie de tous les jours, on passe notre temps à être des systèmes experts, en fait. Quand on prépare une intervention, on se dit on va parler de ça, mais en fait ça dépend de tel paramètre, ça dépend de ce que les gens ont entendu avant. C'est des règles, ça. Et on passe son temps à faire ça. Donc c'est ça un système expert. Mais en fait, la raison pour laquelle vous ne l'entendez pas, c'est que vous êtes plus jeune que moi, d'abord. Et la deuxième, c'est que c'est pas à la mode. Aujourd'hui, c'est presque péché. Comme l'IA était un mot péché il y a à peine 10 ans. Il y a 10 ans, l'IA c'était péché. Hein. Les gens ils disaient oh là, l'IA c'est un truc de loser. C'est pas du tout à la mode. Maintenant, tout le monde en parle. Alors dernier point, c'est plutôt ce que tu disais, c'est un point, je dirais, un peu de warning ou tout du moins de réserve sur l'IA. L'IA, elle génère beaucoup d'émoi en ce moment. Les gens se posent plein de questions sur l'éthique. Et je pense que vous en avez discuté ce matin. Moi, je me pose des questions de manière un petit peu différente que simplement sous l'angle de l'éthique. Je me pose des questions plutôt sous l'angle de la créativité ou l'angle de ce qui fait le sel de la vie. J'ai un petit peu peur de ces IA dites connexionnistes qui s'appuient sur les données du passé
Parce que, en fait, tous ces systèmes qui s'appuient sur les données du passé pour diriger le futur sont des IA qui ressemblent à des rétroviseurs qui ont la taille du pare-brise, si vous voulez, pour prendre une métaphore. Si vous aviez un rétroviseur qui a la taille du pare-brise dans une voiture normale d'aujourd'hui, a priori, vous ne verrez pas le platane qui est devant vous, pour faire simple. Mais cette métaphore, elle est valable dans tout ce qui est lié, par exemple, à la recommandation. Si vous recommandez des choses aux gens en fonction de ce qu'ils ont fait avant, bah, vous allez les enfermer dans leur propre tunnel. C'est le problème des réseaux sociaux dont on parle souvent aujourd'hui. Je crois que vous aviez évoqué ça tout à l'heure dans le débat. Et ça peut, cette situation elle peut se retrouver dans plein de cas de figure. Ça peut se retrouver dans l'orientation pédagogique, ça peut se retrouver dans tout système qui est basé sur les données du passé. Donc j'ai tendance à dire, dès lors qu'on construit un système qui exploite les données du passé, il faut toujours prévoir une sorte de soupape de sécurité qui permet, à la limite presque, d'inventer des systèmes qui savent identifier les données qui n'existent pas dans le passé. Pour se dire, tiens, c'est peut-être là où il faudrait aller. Il y a une métaphore utilisée dans le monde de l'entrepreneuriat qu'on appelle la métaphore de l'océan bleu. C'est une métaphore un peu basique, mais qui consiste à dire que les startups qui réussissent ont plutôt tendance à aller là où les gens ne sont pas déjà allés. Bon, des fois, il n'y a personne, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Mais le principe, c'est de se dire, allons là où il n'y a peut-être pas forcément déjà eu beaucoup de monde. C'est une question qui se pose avec une autre IA qui a donné lieu à beaucoup de travaux de chercheurs depuis 2-3 ans, qui est ce qu'on appelle l'IA créative ou l'IA génératrice. Les IA créatives ne sont pas très créatives dans la vraie vie, mais ce sont des réseaux de neurones en général qui ont une capacité à créer des contenus. Alors non pas ex nihilo, mais à partir de contenus existants. Alors les cas les plus classiques, c'est des IA qui transforment une image noir et blanc en image en couleur, des IA qui mélangent un style d'un peintre avec une photo et qui vous créent une image composite qui reprend le style du peintre mais appliqué à une photo. Il y a plein d'exemples visuels assez sidérants. Il y en a même qui créent des symphonies à partir de rien du tout, de l'état de l'art. Il y en a qui essayent depuis 10 ans de créer des chansons des Beatles aussi bonnes que celles des Beatles et ils n'y arrivent pas parce qu'il faut avoir McCartney et John Lennon pour y arriver. Et la raison pour laquelle ces IA-là donnent l'impression qu'elles sont créatives, c'est qu'elles font du mash-up, elles mélangent plusieurs styles différents, qui d'ailleurs est une méthode de créativité humaine classique. Mais ce qu'on oublie toujours dans ces IA-là, c'est que quand vous avez une superbe démo dans un travail de chercheur, il oublie de vous expliquer que son truc, il a mouliné 1000 fois, et il y a un humain qui a sélectionné le cas où ça marchait pour vous le montrer. Et donc, en général, il y a souvent une boucle de rétroaction avec des humains qui choisissent dans les différentes hypothèses, les différentes options que l'IA est capable de générer, celle qui est la plus pertinente pour un humain, compte tenu de sa sensibilité. Et pareil pour la musique. Il y a des tentatives venant souvent du Royaume-Uni de recréer des hits de la pop. Et ce qu'ils vous montrent, c'est ce qui marche, quoi, plus ou moins. Mais ils ne montrent pas les erreurs. Et la question qui se pose, c'est comment on gère cette boucle humaine, c'est cette boucle de rétroaction. Et d'ailleurs, c'est une vraie question qui se pose dans l'innovation en général. Et on la retrouve dans des questionnements marketing de l'industrie. La boucle de rétroaction, si c'est une boucle courte, en général, elle ne mène pas très loin. Il y a une métaphore qui dit que dans le marketing et dans l'innovation, si on écoute les clients et qu'on leur demande ce qu'ils veulent, en général, ils ne rêvent pas très très loin et ils vont avoir des rêves très terre à terre, très court terme. Ils vont vouloir améliorer à la marge leur situation existante. Ils ne vont pas imaginer des choses qui sont très lointaines de l'existant. La raison, il y en a plusieurs. D'abord, on est assez conservateur naturellement, humainement. Et puis la deuxième, c'est que le client ne connaît pas le potentiel des technologies. Donc il ne peut pas forcément imaginer ce qu'on pourrait faire, même s'il a lu des bouquins de science-fiction et il voudrait faire de la télétransportation à la Star Trek. Donc ce manque d'imagination du client, mais qui peut être vrai pour un élève, un prof, etc., eh bien, on le contourne en fait en allant plus loin que le feedback du client. Donc c'est ça la créativité, c'est d'aller au-delà de l'état de l'art, au-delà de la pensée court-termiste. Et donc l'IA, il faut faire attention à l'IA, c'est que l'IA, si conceptuellement elle nous enferme dans le passé, elle peut conduire à ce biais de cette boucle de rétroaction un peu courte. Et il y a matière à probablement être créatif, et ça c'est un travail pour les chercheurs, y compris en pédagogie, il y a matière à être créatif dans les usages de l'IA qui éviteraient de nous enfermer dans le passé. C'est une forme de conclusion, mais il y a beaucoup de travail dans ce domaine, et j'espère que les chercheurs éviteront de nous enfermer dans le passé, parce que c'est le risque que les technologies peuvent générer. Voilà. Je vous ai des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûr qu'on a plein. Il faut oser poser des questions. Hein. Moi, j'avais un manager il y a très longtemps, il y a 20 ans,
quelqu'un lui avait demandé quelle est ta définition du leadership. Et j'avais adoré la réponse, même si elle est partielle. Le leadership, c'est l'art de poser les bonnes questions. C'est pas d'avoir les réponses. Donc vaut mieux être un moulin à questions qu'un moulin à réponses. Ça calme hein, déjà. Hein, Alors, quelques questions. Une question. Allez, qui se jette à l'eau? Azim. Ils sont tous fatigués. Ils sont tous fatigués, épuisés. Ah, c'est des chercheurs. Oui. Quelques-uns, oui. Louis? Non. Ah, j'y crois pas. Alors j'étais au CES et on l'a signalé. Axel, oui, j'ai vu toutes les bêtises que l'homme invente pour les loisirs. Et on voit des trucs bizarres. Hein. Pendant qu'on cherche une question, je vais vous raconter ce qu'on voit au CES. Au CES, on voit des véhicules autonomes qui ne marchent pas encore. On voit des très grands écrans. Allez. Un rebond. Ah, ben voilà. Oui, donc en fait, concernant cette histoire de créativité, je ne sais pas si c'est un truc qu'on peut forcément projeter sur ce que fait la machine. Enfin, moi, c'est pas ma vision de la chose, même. Parce que quand on regarde un programme, en fait, il s'exécute et il produit des trucs. Alors effectivement, je suis d'accord avec l'histoire de la boucle de rétroaction et le fait qu'il y a des gens qui sélectionnent. D'ailleurs, si ça amuse des personnes ici, vous pouvez aller regarder sur YouTube la chaîne de François Paché qui a fait des choses en musique qui sont juste extraordinaires et c'est même pas avec des réseaux de neurones d'ailleurs, mais enfin c'était très bien quand même. En revanche, l'histoire de la créativité, je ne sais pas si on peut qualifier de création, par exemple, les stratégies que AlphaGo a développées pour battre le champion du monde. Pas du tout. Ouais. Je considère que c'est pas de la créativité au sens humain du terme, en tout cas. Voilà. C'est ce qu'on appelle la force brute. Hein. Et là, du coup, pourquoi les GAN feraient de la créativité? Les raisons. J'ai répondu directement à la question. Moi, je considère que c'est pas créatif personnellement. Ouais, c'est pas créatif. Je considère que c'est pas créatif au sens de la définition humaine, empirique. C'est quelque chose. Ce sont des outils qui élargissent peut-être l'espace du possible et dans lequel l'homme intervient pour faire des choix qui, eux, relèvent de la sensibilité, de l'émotion et d'une forme de créativité. C'est bien quelque chose qu'il faudrait, à mon avis, éliminer en fait d'un espèce de fantasme autour de l'IA dans le discours. Je suis d'accord avec vous. Hein. Ouais. J'ai d'ailleurs écrit un papier là-dessus il y a 1 an et la question c'était l'IA est-elle créative? Réponse à la fin non, mais avec un déroulé, des démonstrations et des exemples qui illustraient le point. Je suis d'accord. On est en phase en fait sur ce point-là. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a peut-être certains qui rêvent de reposer une question, non? Entre-temps, je peux faire un petit commentaire sur le CES, comme ça. Oui, voilà. Hein? Ah, l'apprentissage des langues. J'ai rien vu. Il y a peut-être une boîte qui le présentait, mais vous avez 4500 exposants, c'est pas évident de voir tout. Alors, déjà, l'éducation en tant que telle, c'est pas trop la priorité du CES. Je vais vous donner la priorité du CES. Hein. La priorité du CES, c'est d'abord de buller. C'est-à-dire, en gros, c'est comment passer son temps pour consommer des contenus dans les loisirs, donc des grands écrans, des télés de plus en plus belles. Donc c'est pour consommer, c'est pas pour créer. Le deuxième point, c'est les véhicules autonomes pour gagner du temps et peut-être un jour faire consommer plus de loisirs dans les véhicules. Vous avez des objets connectés divers et variés. Il y en a un qui sert à gérer vos angoisses pour vivre plus longtemps. Donc ça vous suit votre cœur, votre cerveau, toute votre santé. Donc il y a de plus en plus d'objets connectés pour ça. Hein, des vêtements connectés avec des électrocardiogrammes. Donc ça, c'est nos angoisses physiologiques. Et puis, vous avez des trucs qui font partie pour moi du bêtisier. C'est des quantités d'objets absolument dingues pour suivre vos animaux domestiques. Et on peut se poser des questions sur le bilan énergétique du truc, parce que vous avez par exemple des gens qui ont observé que les chats grossissaient dans les foyers. Parce qu'ils mangeaient trop, ils n'avaient pas d'activité physique. Donc il y a des gens qui ont inventé une roue de hamster grande pour les chats, pour les faire tourner dans la roue. J'ai trouvé par exemple aussi, ça c'est vachement bien pour le bilan énergétique, des systèmes de séchoir pour chats et chiens. Et qui contiennent un consommable dans lequel on a de l'odeur de senteur de rose, là, pour que votre chat il sente la rose. Et là on se dit quand même, quoi. Et on voit beaucoup de ça dans ce genre d'endroit, parce que comme c'est un salon qui est plutôt dédié aux loisirs et aux biens de consommation, la partie futile a un poids relativement élevé par rapport à la partie utile, genre machine à laver. On voit des machines à laver, des frigos aussi, on voit des trucs pour gérer la température dans la maison, des objets connectés. Mais la partie futile est assez importante. Vous avez par exemple des ordinateurs personnels pour les joueurs qui consomment 1500 watts. Bilan énergétique, c'est pas très bon. Hein, j'ai une question. Oui. J'ai une question.
c'est plutôt une réflexion, c'est-à-dire effectivement s'appuyer sur les données du passé. C'est vrai, mais pour un enseignant, il a besoin de s'appuyer sur les données du passé. C'est très important pour réguler, mais il doit aller vers l'avenir. Si les institutions le forcent à revenir dans le passé, c'est là l'erreur. Exactement, donc ça dépend de l'application. Je vais donner un exemple qui relève de ça et qui n'est pas trivial. Amazon a communiqué il y a à peine 2-3 mois sur un problème qui leur est arrivé dans leur service de RH. Leur service de RH utilisait des systèmes de tri automatique de CV pour le recrutement. Ça a été évoqué déjà ? Ah non. Voilà. Et c'est un exemple pertinent. Ce système-là a créé une discrimination négative pour les femmes candidates. Alors qu'on sait en plus qu'il n'y a pas assez de femmes dans les métiers techniques du numérique. Donc non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y avait était discriminé. Pourquoi ? Parce que comme le système était entraîné sur les données du passé qui montraient que statistiquement il y avait peu de femmes, ça a créé un biais statistique favorisant les hommes. Ce qui est complètement stupide. Mais c'était la stupidité de l'algorithme utilisé. Donc ça donne c'est un exemple précis, et il y en a d'autres comme ça, où quand on s'appuie sur des algorithmes mathématiques qui ne font que reproduire le passé, ils vont reproduire l'état des lieux qui est qu'il n'y a que 5% de femmes dans ces métiers-là. Et donc ça veut dire que, au lieu de se contenter d'un algorithme qui regarde que les données du passé, il faut twister l'algorithme, ou il faut modifier, créer des biais artificiels pour tordre la réalité du passé pour que le futur soit différent de la réalité. Et donc il faut le faire de manière consciente en fait. Il ne faut pas laisser l'algorithme imiter le passé bêtement, quoi. C'est un exemple, il y en a plein comme ça, il y a des trucs racistes, il y a tout un tas d'exemples d'applications grand public qui ont généré ce type de problème. Et donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre comment fonctionnent les algorithmes pour les faire tourner. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de faire une restitution rapide, si possible, avec les idées et un petit vote à main levée, d'accord ? Pour voir si les idées... On va revenir à l'analogique. Quels sont les éléments qui vous paraissent prégnants ? Donc, le premier groupe, vas-y, je t'en prie. Et puis après, on reprend l'ordre. Je ne sais plus quel est l'ordre. Allez, tu prends le micro. On y va. Donc, notre groupe, c'était l'aide aux apprentissages. On m'a bien demandé de préciser ceux qui apprennent et ceux qui enseignent. Donc, trois éléments sont ressortis. Le premier élément, c'est l'adaptation des apprentissages, c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle va aider à l'individualisation et à l'adaptation du parcours de l'élève. Premier élément. Est-ce qu'il faut que je décline les leviers et les freins? Peut-être pas. Hein. Voilà. Deuxième élément, la data visualisation. Alors, il y a quelque chose qui s'est pas enregistré parce que on avait enlevé système d'alerte, il me semble, et on avait mis data visualisation aide au pilotage pédagogique, il me semble. Donc, l'idée, c'est de fournir à l'enseignant un tableau de bord, entre guillemets, qui lui permettrait de l'aider dans sa décision, voire de l'orienter dans sa décision. Et enfin, le dernier, qui est, on vient de l'évoquer un peu, qui est favoriser la créativité de l'élève, c'est finalement comment l'intelligence artificielle va permettre à l'élève de devenir plus créatif. Alors notamment dans les leviers, parce que je vois des yeux très étonnés, dans les leviers par rapport à cette créativité, c'était notamment le fait que finalement la machine était anonyme et elle permettait à l'élève de s'exprimer plus facilement, et puis elle était également une source d'enrichissement plus complète, puisqu'elle ne se limitait pas à l'esprit humain, mais elle allait au-delà. Voilà. Eh ben, on y va. Maintenant, il n'y a plus qu'à voter. Il n'y a plus qu'à voter. Qui, en fait, est pour l'idée plutôt numéro 1 ? Vous votez qu'une fois, s'il vous plaît. Ouais. Oui, adaptation. Toi, tu comptes. 4, 2, 6. Normalement, on devait faire ça numériquement, mais Claudio pense qu'on a J'en ai trop 13 ou de 14. numérique aujourd'hui. Donc maintenant, il faut compter. 2, 4, 4. 6, Ah bah non. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Bon, allez, 16. 16. 17. 4. 4. Ah non. T'as eu un nom catégorique. Alors, c'est la numéro 1 qui a gagné. L'unanimité, c'est la numéro 1 qu'on va
essayer, de faire avancer. Donc je vais appeler le groupe qui a travaillé sur la partie plutôt administration. Allez. Et là, je crois qu'il n'y a que 2 idées. 3. On n'avait pas le sujet le plus sexy de l'après-midi quand même. Donc, on a quand même 3 idées. Non, je ne l'ai pas choisi, c'est pas gentil. Alors, on a 3 idées. La première, c'est surtout sur le fait que c'est une expérimentation qui a déjà été menée. Donc, optimiser la gestion des ressources, entendez, humaines, donc pour la gestion des examens. On pensait notamment bac, faire arriver dans les centres les ressources nécessaires en fonction des disciplines dont on a besoin. Deuxième idée... c'est un problème d'affectation des ressources. Affectation des ressources. les ressources en fonction du besoin. Exactement. Notamment avec sur le second tour du baccalauréat, par exemple. Exactement. Deuxième idée, là pour le coup c'était plutôt une idée d'alléger les processus administratifs, donc de validation notamment en termes de dépenses, etc. Les constats étant que parfois on a des processus assez lourds, peu importe la décision à prendre, et donc de créer un système qui puisse ajuster les processus en fonction du degré des risques, donc ce qu'on a mis comme bonus confiance. Derrière les 2 idées, il y a la base des marchés publics éventuellement comme source de données. Dernière idée, qui est un peu proche de la deuxième, mais c'est plutôt permettre à des services qui doivent lancer des marchés, etc., d'avoir un sourcing facilité de fournisseurs éventuels, en fait. Pas forcément discriminatoire, mais c'est plutôt, on a un marché à lancer... Et on essaye de sourcer dans tout ce qui existe. De tout ce qui existe, ça nous faciliterait la vie. Exactement. Par de l'IA en fonction de ce qu'on souhaite en termes de réponses, de technologies, de compétences, etc. Tout ça. Et je rajouterais, en fait, c'est un système de recommandation, justement, Oui, donc je rajouterais que c'est un système de recommandation au sens général du terme. Voilà. Alors, je répète pas, d'accord ? Qui vote plutôt pour l'idée numéro A. La A, pas la numéro, la A. Il y en a un vote. Bah dis donc. La B. Oula. Florence, à toi de compter, t'es maître... La C. Oula, vous facilitez pas la tâche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Je recompte. Levez bien les doigts. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bah oui, c'est 11 tout à l'heure. Alors moi, je vais lever la main parce que je ne l'ai pas fait pour arriver à 12. La première fois, qui a voté? Non, c'est bon, c'est bon. Bah écoutez, ça serait l'idée donc B. Non, C. B. Mais... on va dire déjà qu'il me semble que l'IDEA existe. C'est quelque chose qui existe, l'affectation des ressources, puisque c'est fait dans l'Académie de Nancy. Oui, tout à fait. Ça partait d'une il y a une expérimentation IA déjà qui faite. aide en fait à affecter les enseignants sur les seconds tours du baccalauréat, d'accord, pour optimiser le nombre d'enseignants utilisés pour en fait l'oral du baccalauréat. Voilà, donc c'est l'équipe du lauréat en fait qui a fait ça. Ok, donc tant pis, on va l'éliminer. Merci beaucoup. Donc, c'est bon. Le groupe, en fait, qui travaillait sur les ressources humaines. Alors, bah, écoutez, je vais intervenir. Donc, la première idée, c'était par rapport, en fait, à des besoins qui sont des besoins souvent des opérateurs, qui sont des besoins d'identifier les personnes qui peuvent répondre, en fait, à des missions en fonction des compétences dont elles ont et de leur disponibilité. Donc, il s'agit souvent d'appels d'offres internationaux ou nationaux, et donc d'affecter des ressources humaines. Voilà la première idée. L'idée B, c'était d'avoir en fait une vision prospective des compétences en fait à mobiliser pour des métiers du futur. Ok. L'idée C, c'était d'identifier les besoins singuliers d'un enseignant pour en déduire un plan de formation personnalisé. Donc il y a des nouvelles peut-être compétences à atteindre, d'accord. Il y a peut-être des choses qu'on sait sur lui et voilà. Et l'idée D, c'était d'adapter les formations à distance à partir des trajectoires d'apprentissage
et en fait des informations qu'on a dans les formations qu'ils suivent à distance et des compétences qu'ils ont acquises antérieurement. Hein, donc on a cette idée d'adapter les parcours de formation des enseignants en fait par rapport à ce qu'ils sont en train de faire et à leurs compétences antérieures. On va procéder au vote. Florence. Donc, qui vote pour la A? 7, 8. Qui dit mieux? 8. La B. Oula. 1. 10. La B, c'est quoi? Ah, 10, 11. combien on avait au premier? 8. La C. Ne votez pas deux fois, hein, je vous ai à l'œil. 7. La D. Bon, bah écoutez, définitivement, c'est la B. Hein. Voilà. Donc, le 4e groupe. Vas-y, François, affiche-moi un 4e groupe. Accès à la connaissance. Qui intervient? Louis. Voilà. Jean-Michel vient de rentrer pour te mettre la pression. C'est incroyable avec ça. Donc en fait, nous, il y a 4 idées, mais en fait, on est parti à débattre 2 idées. En fait, c'était l'idée d'un agent intelligent qui aide à la formulation de la question. En fait, on s'est posé la question, on l'avait divisé un peu en 2. Une, c'était que parfois, quand on demande, par exemple, un chatbot, on arrive, le chatbot il répond, je sais pas, et c'est tout. Et c'est aider à la personne à poser la bonne question. Et l'autre partie, c'était un collègue qui avait eu cette idée. C'était au lieu de donner la réponse directement, que les chatbots, ils m'amènent à poser plus de questions, et je vais trouver la réponse à travers les questions. C'est qu'après, autre collègue avait dit que ça le rappelait 42, en fait. Il avait expliqué pourquoi 42, parce qu'ils ne nous donnent pas la réponse, en fait. Ils nous aident à poser la bonne question. Et donc, c'était les 2 possibilités, mais c'est sur la base de poser des questions à ce système, en fait. Et l'autre idée, c'était la curation intelligente. Et là, c'était on avait eu un grand débat parce que là, on disait que là, on peut pas faire. La machine, elle va jamais arriver à faire ce que les humains ils font. Donc, il disait d'automatiser les tâches, en fait, automatiser toutes les choses. Par exemple, on avait parlé là la traduction, etc. On avait tous les leviers, en fait, de toutes les choses que la machine peut faire. Mais il y a des choses que la machine peut pas faire et on avait cette discussion de que c'est impossible qu'elle va les faire. Et après, on avait eu une discussion assez intéressante. En fait, cette idée, elle a amené plus à un débat, en fait, assez riche. Et c'était que, par exemple, quand on veut automatiser les choses, ou etc., et nous, on met en danger, en fait, quand on veut automatiser, prédire, etc. C'est un peu ce que Jean-François avait dit ce matin. Mais après, il y avait l'autre collègue qui avait dit que c'est pas les problèmes. Le problème, il n'est pas les algorithmes, en fait, qui sont faits par les informaticiens. Mais c'est les personnes qui sont derrière, en fait, qui font les algorithmes. Et on voit ça dans plusieurs exemples, comme, par exemple, des exemples très racistes, etc. Mais l'idée des bases, en fait, c'était d'automatiser, la curation intelligente, c'était d'automatiser toutes les tâches, mais des tâches basiques, en fait, monotones, etc. Et d'aider aussi avec des choses comme la traduction automatique, etc. Mais que les autres choses, les humains, ils vont continuer à les faire. Par exemple, encore une fois, faire la relecture, mais il va venir à l'aide, en fait, la machine, mais faire l'équilibre. Mais on n'avait pas trop développé cette idée parce qu'on est parti sur ce débat humain-machine. Donc, et c'est pour ça qu'on n'a pas parti sur les autres 2 idées, en fait, parce qu'on est resté sur cette idée de curation intelligente. Je ne sais pas si, Eric, tu vas ajouter quelque chose. Qui recherche dans l'information. C'est pour ça que c'est complémentaire. Ouais, c'est ça. Après, on voulait faire une seule idée, en fait. Faire les compléments entre les 2. Domaine d'un côté, et celui qui arrive pour rechercher, on l'aide à rechercher. Ok. Alors, est-ce que je fais voter pour ça? Parce qu'il n'y a qu'une idée. On voulait arriver à une seule idée qui se complémente entre ces 2 idées. C'est pour ça qu'on a un peu abandonné cette idée, en fait. Ouais, donc ça fait une idée. 100% unanimité. Ça fait une idée. Donc c'est la complémentarité qu'il peut y avoir. Ouais, voilà. On a un agent intelligent qui aide finalement
à formaliser les bonnes questions pour trouver les réponses, et un dispositif de curation qui permet d'aller dans un corpus qui soit suffisamment large et qui appréhende bien le contexte dans lequel on pose la question. Ouf. On va essayer de la formaliser, celle-là. Oula, on voit que c'était des chercheurs qui animaient le truc. Bon, vous allez, voit ça parce qu'on partait par beaucoup de... On s'est questionné beaucoup. Hein. Merci à vous. Orientation, affectation. Michel. Merci. Ok. Alors, en fait, nous avions 5 sujets et nous en avons considéré 2, simplement ceux qui sont dans la partie droite de cette image. D'une part, la gestion de l'affectation en lien avec quelque chose qui préoccupe beaucoup de monde, qui s'appelle notamment Parcoursup, mais aussi AFLNet, qui s'est appelé également APB. Et puis, par ailleurs, la question des métiers de demain et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En fait, c'est les 2 sujets qui ont dominé. D'autres sujets n'ont pas été pris en compte, mais alors la forme, en fait, était vraiment très contraignante et notamment le temps dont nous disposions était un peu court. Alors, en particulier, ce qui aurait pu mériter un traitement en particulier, un traitement plus précis, c'était tout ce qui était lié à la question de l'accompagnement à l'orientation, qui est un vrai sujet aujourd'hui aussi pour notre ministère, mais nous en parlerons dans d'autres contextes. Alors, pour en revenir à nos 2 sujets, gestion de l'affectation, le premier point, c'est comment travailler sur la question de l'amélioration de la transparence, dans la mesure où c'est quand même la question des algorithmes qu'on ne connaît pas, qui a fait quand même surtout débat, polémique. Et donc, à partir de là, comment travailler à l'amélioration de cette transparence à l'égard de tous les usagers, que sont d'une part, bien évidemment, les élèves, les étudiants, les parents, et puis l'ensemble des éducateurs, communautés éducatives, que sont les enseignants, psychologues d'éducation nationale, chefs d'établissement, mais aussi le grand public. On peut ouvrir, s'il te plaît, François. Merci. Et à partir de là, les propositions, alors les freins, c'est la question du manque d'évaluation. On a souligné le fait que on est passé finalement d'un système à l'autre entre APB et Parcoursup avec quelque chose qui a vraiment occupé le devant de la scène, qui était le tirage au sort, qui a été jugé complètement scandaleux. À un moment donné, on est passé à autre chose, mais l'évaluation n'a pas vraiment eu lieu. En revanche, ce qu'on se disait, c'était la chose suivante. La loi Le Maire a donné en fait la possibilité et le droit de communiquer systématiquement tous les algorithmes, et c'est une revendication à un moment donné dont se sont saisis les publics, les associations de parents, d'étudiants, etc. Et en revanche, ce qui nous a semblé beaucoup plus pertinent, c'est de travailler sur la communication des critères. Qu'est-ce qui fait finalement qu'on a choisi ces algorithmes et comment est-ce qu'on les a construits, et puis plus précisément, par exemple, aussi les métriques de succès, et puis enfin, ce qui nous a paru surtout prioritaire, c'est les retours utilisateurs. En quoi est-ce que ça peut effectivement améliorer l'information usagée que de travailler sur cette notion-là en particulier. Donc voilà pour le premier point. Pour le deuxième, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et métiers de demain. En fait, une forme de réponse est venue assez rapidement à travers la question de l'apprentissage du codage. Comment faire en sorte que ça devienne une forme d'incontournable de la maternelle jusqu'à 77 ans, c'est-à-dire pendant en particulier tout ce qui est la formation tout au long de la vie. Alors les freins identifiés, c'est d'abord la question de l'absence de formation des enseignants, et puis à partir de là aussi des freins psychologiques. Comment est-ce que potentiellement, alors que par exemple dans le premier degré, on a affaire très massivement à des personnes qui ont été formées plutôt dans le domaine des sciences humaines et sociales et pas des sciences dures, on peut réussir là à surmonter un certain nombre de freins qui sont liés tout simplement au processus d'apprentissage, au parcours de formation dans lequel sont inscrits les uns et les autres. Et alors à partir de là, les réponses proposées, c'est par exemple de travailler sur le recours au jeu, pour essayer de dédramatiser autant donc pour les adultes que pour les jeunes, mais aussi au fait de privilégier par exemple une approche interdisciplinaire, plutôt que de laisser les uns et les autres seuls en face de ce défi à relever ou de cette proposition à résoudre, de travailler sous cette forme mixée en fait, et puis enfin travailler aussi avec les partenaires de l'école. Ça nous a semblé important de considérer que ça n'est pas la seule responsabilité de l'école et des acteurs de l'école de porter ça, mais qu'au contraire il faut que ce soit une responsabilité collective, sociale et partagée à ce niveau. Et puis peut-être encore travailler sur, de façon générale, à la fois l'imprégnation culturelle des enseignants, mais aussi
de l'ensemble des cadres du système éducatif. C'est-à-dire que si on veut que ça soit réellement une culture partagée, il faut faire en sorte que le plus large échantillon puisse effectivement être, enfin comme on le fait aujourd'hui, en particulier à travers ce séminaire. Et peut-être, avant-dernière chose encore, valoriser le travail qui a été fait autour de PICS. L'idée originale de PICS, c'était quand même de faire en sorte que, contrairement à tout ce qui était les formes de certification qu'on avait construit jusqu'à présent, là, dorénavant, on a une certification qui s'adresse à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est évidemment, là aussi, les adultes qui sont inscrits dans un parcours de formation tout au long de la vie, les parents et les éducateurs qui accompagnent directement les enfants. Et puis peut-être dernière interrogation qui est la question des valeurs portées en fait par ce sujet et comment faire en sorte de mobiliser l'ensemble des personnes qu'on se propose de solliciter si on n'a pas discuté de la question des valeurs qu'on mobilise autour de cette question. Ok. Va être difficile de voter. Alors, je vais faire voter. Qui vote pour la proposition numéro 1 ? On va quand même vers l'explicabilité, etc. Je suis pas sûr si on met un système expert, on pourra peut-être expliquer. je fais très attention. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il n'y a rien d'autre ? Toi, tu votes pas ? Je vote pas. Ah bah, 17. 17. Et pour le 2, pour finalement les métiers de demain, la préparation aux métiers de demain, peut-être l'identification des compétences. Parce que là, par PIC, c'est bien l'identification des compétences. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et voilà. Et la donc, transparence des algorithmes. Et donc, ok, il nous reste 3 groupes. François. Éthique et gestion des données. Ah, lutte contre la fraude. Voilà. C'est mieux si tu déplies. Alors, oui. Dans ce groupe, on a passé pas mal de temps à nous questionner sur ce qui... Parce que des solutions, il y en a pas mal pour lutter contre les fraudes. Après, parmi celles qui existent, quelles sont celles qui relèvent de l'IA ? Donc, après avoir écarté les QR codes, la blockchain, on s'est concentré sur une problématique qui est en fait commune totalement aux deux questions, qui est d'une part détecter les faux diplômes étrangers, puisque c'est une activité d'un département qui est ici au CIEP. Et pour faire ça, on peut s'appuyer sur des bases de données qui existent déjà, une base de faux diplômes et une base de vrais diplômes. Alors, il y a aussi un biais là-dedans, c'est que on peut avoir trop peu de faux diplômes. Mais comme on fait partie d'un réseau quasi mondial de 50 pays qui a cette même problématique en partage, on peut alimenter aussi cette base de faux diplômes. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est du côté des diplômes des nôtres, les diplômes français, nos attestations, comment les rendre infalsifiables. Donc là, on se place d'entrée de jeu dans la perspective de ces diplômes sont dématérialisés. Donc on a affaire à des PDF, c'est ce qui nous attend sous peu avec la sortie prochaine de diplôme.gouv.fr, par exemple, et comment détecter comment éviter la fraude et la falsification de ces diplômes-là. Donc ça va reposer, les solutions vont reposer sur une mutualisation des critères qui permettent de détecter qu'un diplôme ou qu'une attestation est fausse. C'est par exemple la question des gabarits. Il y a énormément de critères qui sont mutualisables avec la communauté, donc c'est pour cela qu'on s'appuie là-dessus. Donc ça, c'est difficile de voter aussi, puisque finalement, c'est un peu la même idée, puisque c'est quelque chose qui implique une communauté européenne d'acteurs. Donc on ne vote pas puisque vous avez l'unanimité. Vous avez l'unanimité. Alors, je jongle avec les micros. Non, juste pour dire que la thématique du filtrage n'a pas été abordée parce que j'ai pas participé au groupe, puis on n'avait pas le temps. C'est un énorme sujet qu'on a beaucoup vu au BET. Sur le filtrage des contenus pour la protection des mineurs, la détection de radicalisation, détection du cyberharcèlement, détection de situations de détresse pour des élèves, par analyse des sites et des ressources consultées et des productions d'élèves. Donc on a vu plein d'entreprises qui travaillent là-dessus.
Alors ça fait l'objet d'un autre sujet, mais sachez qu'il y a vraiment C'est un beaucoup de sujet qui choses existe. et qui utilisent énormément d'IA, à la fois sur les prédictions de comportement, mais aussi sur l'analyse des contenus, non pas comme on le fait chez nous, comme il y a 25 ans, mais en faisant réellement de l'analyse du contenu de chaque page et pas simplement du blocage d'URL. Alors, analyse de contenu en termes de texte et d'image, voire d'image animée. De vidéo. Allez, Évaluation des acquis. évaluation des acquis. Correction humaine-machine, impact et visée des évaluations et accompagnement à la création des tests. Tout en haut. Voilà, et voilà, tout ce qui est à gauche. Donc 3 idées sur 7 ont été retenues. La première, c'est impact et visée des évaluations, je vais y revenir. La deuxième, correction humaine-machine. Et la troisième, accompagnement à la création des tests. Pour la première, on s'est dit que face à la multiplication des évaluations des compétences cognitives et probablement de l'amplification de cette multiplication des évaluations, on se devait de pouvoir utiliser l'IA pour croiser le résultat de ces évaluations à celle d'autres évaluations, plutôt des compétences sociales, comme ça commence à être le cas, mais aussi à des éléments autodéclaratifs des apprenants pour mieux les accompagner. La deuxième idée, c'était celle de la correction humaine-machine. Alors l'idée, c'était pas de tout faire corriger. Il ne s'agit pas des corrections QCM qui se font déjà très bien de façon automatisée, hein, mais plutôt de la correction des productions, soit des preuves d'expression écrite, expression orale, de devoirs de philo, etc., où on pourrait imaginer des systèmes hybrides permettant à la fois une correction humaine et machine, en allant de plus en plus vers une correction machine, pour augmenter la fidélité des corrections et supprimer finalement les paramètres d'indulgence et de sévérité des correcteurs. La troisième idée, c'est celle de l'accompagnement à la création des tests, à la fois par la détection de supports et d'éléments qui permettraient de générer des questions, puis la création de questions et évidemment l'assemblage de ces questions de façon maîtrisée sur le plan métrique pour créer des évaluations aux paramètres maîtrisés. Voilà. Superbe. Comme ça, on vote pour les trois. Moi, je vote pour les Ça va trois. être compliqué, là. Hein. Donc, qui vote pour la correction humaine-machine, la correction hybride? 1, 2, 3. Ah non, il y a des gens qui lèvent deux mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je réserve. 13. Ah voilà, tu prends ton vote. Ah, tu triches alors. 13. Donc, ensuite, 13. impact et visée des évaluations. 13, 13, 13, ça fait 3, 4, 5. 5. Accompagnement à la création de tests. Oula, là c'est pas mal. Oula. Hein. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oula. Eh ben, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux que 13. Mais ta voix compte double alors. Mais ma voix. Ça fait égalité. Bon, la dernière. La dernière traitait de questions de gestion des données, mais également d'éthique qui était annoncée dans le sujet. On a vu que c'était présent dans les différents domaines. Donc en fait, les trois qu'on a retenus sont ceux de l'indexation automatisée de documents, ou de la préindexation ou de l'aide à l'indexation. Le deuxième, les outils de veille automatisés qui sont apparus dans un autre sujet autour de la curation, de l'aide à la curation. Et le dernier sur la nécessité de mettre en place des entrepôts de données qui sont liés aux différentes familles de préoccupations. Donc ce matin, on a évoqué la notion d'entrepôt de traces d'apprentissage, mais il y en a d'autres. On évoquait à l'instant l'entrepôt avec tous les formats de documents faux et documents réels à consolider peut-être au niveau mondial pour faire de la détection du machine learning dessus. Donc voilà les trois sujets. Il y a deux sujets, mais qui sont plutôt un moyen, celui de l'information et de la sensibilisation, qui ont été abordés et détaillés, et également quelque chose qui a été abordé, pas en lien direct, mais par l'entrée éthique, qui était la trace des activités des agents pour l'optimisation des tâches.
avec donc un lien direct et évident avec la question de la ressource humaine et de grosses préventions d'ordre éthique, mais aussi une perception intéressante que je vous détaille pas, des avantages qu'il y aurait à faire ce genre de choses. Par exemple, reconnaître des tâches qui sont régulièrement réalisées pour mieux les valoriser, décharger des personnes de tâches qui sont pas dans leur domaine de spécialité, plutôt pour les proposer à d'autres, etc. Donc des pistes tout à fait intéressantes, ça vaudra le coup d'approfondir tout ça. Donc voilà, indexation automatisée de documents, incluant les documents administratifs et les documents pédagogiques. Comment on indexe massivement des documents pédagogiques. Le deuxième, la veille automatisée, à partir des informations et des documents, des papiers scientifiques, des articles, des sites web, des blogs, etc. Et le dernier, sur la construction et la structuration des entrepôts de données. Ok. On va procéder au vote. Oui. Alors. Donc éthique est permanent dans toutes les choses, hein. Par exemple, parce qu'on a beaucoup parlé des biais, on a parlé de tout ça, mais je vous refais pas l'atelier parce que sinon ça sera trop long. Alors, qui vote pour l'indexation de documents, indexation automatique de documents? 2. 1. Indexation automatique de documents. Alors, il y en a deux qui ont compris l'intérêt de ce... Bon. Tout ce qui est veille automatisée. Le deuxième, c'est veille automatisée. Le deuxième, c'est veille automatisée. Il y en a deux aussi. Entrepôt de données. Oui, avec des traces. Là, c'est majorité absolue. Sachant que le vote tel qu'il est exprimé est une indication, ça ne nous empêchera pas de travailler sur ces sujets. Hein. Oh là là, ouh. Bien, je crois que c'était le dernier. Eh ben, avant de conclure, Jean-François, à toi, pour nous faire le fil rouge de cette longue journée. Bon, ce matin, il s'agissait de dire ce qui n'avait pas été dit. Ça s'appelait, je ne sais plus comment c'était intitulé, enfin en tout cas, ce qui n'a pas été dit. Et cet après-midi, j'ai compris que le fil rouge, c'était plutôt ce qui a été dit. Alors d'abord, je ne vais pas faire le fil rouge, mais le fil bleu, je ne vais pas m'en expliquer, je pense que tout le monde comprendra pourquoi. Et ce matin, j'avais retenu 6 points, cet après-midi, j'ai retenu 6 points, c'est un exercice classique. Alors, le premier, c'est de ce que j'ai retenu, de ce que j'ai entendu. Je n'ai pas participé, bien sûr, ni à toutes les présentations, ni à tous les ateliers, mais j'ai vraiment participé plutôt que papillonner. Le premier point, c'est une question de terminologie. Intelligence artificielle. Pas tellement pour mettre du sens dans l'intelligence artificielle, mais pour tout ce qui a été dit de façon un petit peu incidente, marginale, et qui finalement met en question la dimension anthropologique de cette terminologie-là, qui pose problème, qui fait obstacle. Et qui se traduit, quand les entreprises présentent leurs applications, aussi par un souci d'anthropomorphisation des services qui sont rendus. Pourquoi est-ce que le CNED fait un petit bonhomme qui s'appelle Jules? Pourquoi est-ce que telle entreprise, etc., etc. En tout cas, c'est une question. Deuxième point, c'est d'observer avec un petit peu plus de recul, au sens de recul dans le temps, combien les techniques, les services, les applications qui ont été présentées et aussi ce qui a été proposé et discuté ensuite, eh bien, change déjà, a une influence en tout cas, sur le comportement de tous et de nos élèves en particulier, sur un plan particulier qui est celui du canal de communication. Vous vous souvenez, on disait nos étudiants, nos élèves ne lisent plus, n'écrivent plus. Puis on a montré que finalement, avec les applications qui sont utilisées aujourd'hui, ils n'ont jamais autant écrit. Alors pas la même chose, pas de la même façon, pas avec les mêmes destinataires, mais ils n'ont jamais autant écrit. Et là, on sent bien qu'ils ne vont peut-être jamais autant parler. Et qu'on est dans une bascule là où, je ne sais pas si ce sera la parole, en tout cas, l'écrit qui a ressurgi est en passe de disparaître de nouveau. C'était le deuxième point. Le 3, c'est finalement prolonger une remarque faite en fin de matinée sur les questions de sens et de finalité, et qui ont été exprimées autrement cet après-midi dans les ateliers où j'étais, et encore tout à l'heure, plutôt en termes d'utilité. Non pas de finalité, mais d'utilité. Encore utilité pour qui? Et tout à l'heure, c'était assez amusant, parce qu'il y a
un mot qui a été employé, qu'on peut peut-être être opposé à utilité, je ne sais pas, ça ne s'oppose pas vraiment, c'est futilité. Utilité, futilité, à discuter. Et qui, bien sûr, pose les questions, si on est en mesure ou pas de déterminer l'utilité de quelle politique, quelle stratégie, et éventuellement quels moyens aussi. Point 4, j'ai qu'un mot sur le point 4 dans mon petit papier, et là, je crois, ça traverse absolument toutes nos discussions, c'est appropriation. L'appropriation de tout cela n'est pas évidente, elle suppose du temps, elle suppose non pas de la pédagogie, comme disent certains politiques qui n'ont pas regardé dans le dictionnaire ce que voulait dire pédagogie, mais des explications et aussi de l'accompagnement pour cette appropriation. Point 5, c'est quelque chose d'assez évident, pas évident, d'assez habituel, c'est que les débats sur l'intelligence artificielle dans l'éducation se transforment vite en débat sur le numérique dans l'éducation et sur l'éducation. Je trouve que c'est classique, mais je crois important de le souligner. Et enfin, 6e point, ça va être des verbatims presque, c'est dans un atelier, ou plutôt dans une présentation, la personne qui présentait a dit quelque chose qui me paraît important et que je vais compléter de 2 remarques personnelles. Elle a dit, on est, entre guillemets, on n'est qu'au début de l'histoire. Voilà, et je complète de 2 façons. J'avais complété une façon, puis après la présentation tout à l'heure, je voudrais ajouter quelque chose. J'ajoute, et ça change tout le temps. Donc on est au début de l'histoire, et ça change tout le temps. Et ça, il y a vraiment une question difficile ici. Et j'ajoute, en ayant entendu le débat sur les algorithmes rétrospectifs, enfin en tout cas la logique rétrospective de mise en œuvre de certains algorithmes, que pourtant, sans connaître l'histoire, on a beaucoup de difficultés à imaginer le futur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas si on peut faire quelque chose de conclusif. Je la laisserai faire à Stéphane. Je te tends ou je te jette une peau de banane. Voilà, moi je voulais simplement dire... Ce sera la 2e peau de banane, puisque la première, c'était de m'occuper du respect du temps que tu as très gentiment délégué, ce matin, disant la gestion du temps, tu t'en occupes. Mais on est pas mal. On a failli être pire. Surtout qu'on a commencé avec 20 minutes de retard. Bon. Moi, j'ai envie de rajouter 2-3 petites choses, en fait, à la conclusion. La première chose, c'est que par le biais de l'intelligence artificielle, on accepte enfin de parler des données, des traces d'apprentissage, de leur utilisation et de leur utilisation dans le contexte de l'éducation. Je pense que s'il y a une avancée à retenir, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que quelque chose qui était oublié, qu'il fallait effacer, c'est quelque chose maintenant que l'on considère qu'il ne faut plus effacer, qu'il faut conserver, parce que ça va être un facteur d'amélioration finalement de l'éducation. Et donc, je pense que la première chose à retenir de ça, c'est que la donnée est devenue quelque chose d'important. Ce qu'on s'empêchait de conserver et ce qu'on s'empêchait finalement de penser devient quelque chose de possible. Je ne dis pas que ça va être toujours dans le meilleur des sens. Je dis qu'on peut peut-être enfin commencer, penser à objectiver certaines actions et pouvoir en tirer des conséquences. La deuxième chose, c'est un petit peu cette idée de collaboration, d'interdisciplinarité, voilà, qu'on a essayé de pousser au travers des groupes thématiques numériques, qu'on continuera à pousser, mais ça me paraît extrêmement important de décloisonner et de travailler alors ensemble, disciplines scientifiques. On a vu l'intérêt d'avoir les industriels aussi, et également ministères, dans toutes ces composantes. Et puis peut-être le troisième point sur la continuité qu'on peut donner à toute cette journée, cette continuité entre finalement la recherche et nous-mêmes tous, ministère, éducation, c'est-à-dire écrire la route ensemble. Parce que aujourd'hui, comme on l'a dit, on n'a jamais été aussi proches les uns des autres pour pouvoir définir des stratégies. Donc je pense qu'au nom de Jean-Marc, je vous remercie tous. Voilà, il ne peut pas être là, il s'excuse. Je crois qu'il y a des débats à l'Assemblée qui
nécessite quelque part en fait qu'il soit mobilisé. Mais en son nom, eh ben, je me permets de tous vous remercier et de vous dire qu'on continuera d'écrire l'histoire ensemble. À toi. Merci beaucoup, Claudio. Je voudrais vraiment remercier tout le monde. Alors, bien sûr, l'ensemble de l'ADNE, toi, qui a eu l'idée quand on s'est rencontrés pour la première fois dans mon bureau à côté d'ici, de faire cet événement. Toute l'équipe de l'ADNE, Florence, tout le monde, tous les intervenants, parce que c'est vraiment exceptionnel pour nous d'avoir eu des gens de cette qualité réunis ensemble. Bon, c'est le 14 février, donc c'est un peu normal. On était tous motivés de créer quelque chose pour l'amour et l'amitié, mais quand même, c'était pas si facile. Vous avez peut-être des engagements ce soir, les uns les autres. Bon. Exactement. Ben, j'imagine, c'est normal. D'ailleurs, Monsieur Mériot, bon, c'est pas l'Assemblée nationale. Oui, hein. Mais bon, oui. bref. Mais ça, en fait, il m'a envoyé. On dira rien, c'est pas enregistré. Et Monsieur Mourier, c'est pas l'Assemblée nationale non plus. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est pas facile. D'accord, c'est pas enregistré. Non, je voulais dire aussi qu'on avait super bien anticipé, puisqu'on a eu cette idée à peu près en novembre, et on a fait un grand moment de grand débat national, là, hein, et on l'a anticipé, cette idée de grand débat national, au moment où personne n'avait eu cette idée en tête. Donc on a quand même vachement bien anticipé, et c'est ça la créativité de l'humain. Voilà. Alors, plus sérieusement, et d'un point de vue purement utilitariste, enfin, l'une des idées pour nous, c'était vraiment aussi d'ouvrir nos collègues du CIEP, nous tous, moi, à nous alphabétiser. Hein, c'était un peu le mot qu'on avait dit au début sur l'IA. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement réussi, mais on va beaucoup plus loin parce que j'ai l'impression que nous, en tout cas, on a réfléchi sur un certain nombre de questions qu'on se pose sur la reconnaissance des diplômes, sur nos certifications, sur nos formations à distance, en présence, etc. On va nourrir, je crois, de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, des concepts, des idées, des recherches sur ce qu'on essaye de faire au quotidien ici. Donc c'est vraiment extrêmement... Enfin, je sais pas, je peux le dire au nom des collègues qui sont là et qui sont restés, mais j'ai l'impression que c'est vraiment très, très enrichissant pour nous. Et notamment dans la perspective de ce projet de laboratoire du numérique éducatif qu'on doit montrer ici, mais qui doit avoir une vie au-delà du mois de juillet. Je pense que pour les autres opérateurs, je pense que c'est intéressant aussi. Hein. Alors on a vu une production de l'un, hein, le CNED, parce que quand même Jules, c'était un bébé qu'on attendait depuis longtemps. Canopé pourra certainement nous montrer des choses tout aussi intéressantes bientôt. Mais je crois que c'était vraiment... Comment ? Matador, bien entendu, l'ONICEP aussi auront des choses, mais on a les uns les autres, hein, dans nos discussions, on savait qu'on avait des liens avec la recherche un petit peu, avec quelques entreprises, mais le faire développer ces collaborations de façon collective et avec l'appui de la DNE, je pense que vraiment on démontre que c'est indispensable. Et moi aussi, j'ai trouvé, notamment ce matin dans toutes les plénières, que cette notion de collaboration, j'ai entendu comme des appels, peut-être que j'ai mal compris, hein, mais des appels des chercheurs pour que l'administration s'adapte un peu, notamment sur la gestion des données, pour leur permettre de faire des travaux parfois de façon plus simple et moins complexe, et en même temps en mettant en garde l'administration sur un certain nombre de sujets que l'administration elle-même pointe et voit très bien venir, hein, sur la gestion des données notamment. Et voilà, je crois qu'on a là vraiment un besoin de collaborer ensemble pour que on profite de toutes les potentialités de l'intelligence artificielle et qu'on soit conscient des craintes, des peurs que ça peut véhiculer, mais qu'on les rationalise un peu, hein, parce que nous sommes des êtres, on n'est pas des robots, on est des êtres de sensibilité, donc aussi qu'on sache un peu vivre ça, ce tournant calmement et avec enthousiasme. Encore un grand merci. Merci à tous. Vous tous.